Bonjour, je reçois aujourd'hui une auteure, Enora Cham, qui a écrit un livre extrêmement intéressant, dense, touffu, sur une période très importante de l'histoire du Proche-Orient, c'est-à-dire celle qui a précédé la guerre de Syrie en 2012. Vous avez été là-bas, bonjour madame, d'avril à août 2012 dans une mission de l'ONU. Alors, je dis tout de suite qu'il est impossible de résumer votre livre parce qu'il se passe tellement de choses que tout le temps de cette émission n'y suffirait évidemment pas. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire d'abord comment vous étiez officier de renseignement et vous avez été envoyé là-bas dans le cadre d'une mission de l'ONU. Pouvez-vous nous décrire le contexte général de la situation à ce moment-là? De la situation en Syrie ou de la situation de l'ONU qui décide d'aller en Syrie? Les deux. Les deux. La Syrie était déjà en crise depuis un an. C'est en mars 2011 que des enfants ont un peu déclenché le printemps syrien. Et donc, la situation était dégradée pendant un an. Une rébellion armée commençait à voir le jour. Et on sentait, le monde entier, la communauté internationale, sentait que la Syrie glissait vers la catastrophe. Et au Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a eu des blocages incessants, notamment de la part des Russes, qui n'acceptaient pas de voter des résolutions qui permettaient de déployer des observateurs. Quand tout à coup, une petite fenêtre s'est ouverte, grâce à l'action de Kofi Annan, grâce à l'action des ambassadeurs et de la diplomatie. Et l'ONU a projeté des forces avec une vitesse rarement vue avant sur le terrain, en récupérant des observateurs de tout un tas de missions. Donc une génération de forces extrêmement rapide qui ensuite a généré quelques soucis et qui était un peu vulnérable dans cette situation puisque les observateurs n'avaient le droit que d'être désarmés. Donc nous sommes partis sur le terrain avec le drapeau. Il y a eu une petite période de répit en avril où il y a vraiment eu un cessez-le-feu, où en tout cas la violence a beaucoup décru. La violence impliquait qui? La violence impliquait des gens tout nouveaux qu'on ne connaissait pas vraiment, qui étaient les rebelles. On ne savait pas exactement qui étaient ces gens sur le terrain. Ils semblaient être assez différents, pas très coordonnés. Et puis bien sûr, Bachar et ses services. Donc nous sommes partis là-bas et personnellement la raison pour laquelle j'étais envoyée était un peu un hasard. C'est le général Mood qui commandait la mission et qui a demandé que je puisse faire partie de cette mission. Non pas en tant qu'officier de renseignement, mais parce que je connaissais déjà la Syrie et qu'il y avait peu de gens qui connaissaient la Syrie. Et le travail qu'on a fait là-bas correspondait effectivement à un travail d'officier renseignement puisqu'il fallait collecter des informations, il fallait les exploiter, il fallait ensuite les transmettre à la communauté internationale. Sachant que le travail initial, c'était d'évaluer la réalité d'un cessez-le-feu qui n'a duré qu'un mois. Et donc, au bout d'un mois, les choses, vous savez, quand des belligérants veulent vraiment se battre, pas des observateurs désarmés qui peuvent vraiment arrêter les choses. Et donc, il n'y avait plus de cessez-le-feu à observer. Notre mandat a été très compliqué et j'ai décidé, avec quelques autres, de dépasser notre mandat et d'avoir un peu une action d'officier renseignement plus classique, on dirait. En essayant d'être témoin de ce qui se passait, de ce qui était en train d'arriver aux Syriens, de la noirceur qu'on commençait à percevoir chez les rebelles, qui étaient présentés un peu comme des gens très dynamiques, très jeunes, etc. Oui, ça a été le cas à un moment, mais il y a une vraie noirceur qu'on a pu décerner assez vite. L'arrivée d'Al-Qaïda, et puis une sorte d'entreprise de liquidation d'une partie de la population par les services de Bachar. Il faut dire que les services de Bachar ont été très actifs de ce côté-là. Le nombre de morts est torturés, exécutés, disparus, plusieurs centaines de milliers de personnes. Moi, je ne connais pas les chiffres, mais ce que je sais, c'est que tous les jours, il n'y avait pas une journée qui s'écoulait sans qu'on nous remette des petits papiers dans les mains avec des noms de personnes disparues, qui avaient quitté les villages, puis qui avaient disparu sur les barrages, qu'on ne revoyait jamais. Et puis petit à petit, avec des camarades, on a découvert, avec certaines cellules dans les hôpitaux, dans l'administration, dans les dispensaires, on a découvert tout un système carcéral et punitif et assez largement de liquidation de la population, puisque un printemps, c'est la population aussi, c'est pas seulement encadré par des rebelles. Et je pense qu'il s'est agi aussi à un moment de punir, d'effrayer, de punir, d'essayer de stopper la révolution par tous les moyens. Oui, vous parlez à un moment dans votre livre de cette sensation que vous aviez que sous vos pas, vous sentiez
comme des personnes enfermées Je ne les sentais pas, je les imaginais, parce qu'au bout d'un moment, alors ça ne me vient pas tout de suite cette idée-là, mais assez rapidement, je me demande, mais où sont tous ces gens disparus? Mais où sont-ils? Les prisons ne sont plus capables d'avoir autant de gens. Mon collègue des droits de l'homme avait parfois des listes de plusieurs centaines de personnes. Je n'arrivais pas du tout à avoir un chiffre à l'esprit, mais ça me paraissait quand même énorme. Et j'habitais à Damas, dans un quartier très proche des services de sécurité. Et je me disais, mais sous mes pieds, il y a peut-être des gens emprisonnés, blessés, torturés, qui sont dans ces cellules. Donc je ne sais pas si c'était la réalité ou pas, mais j'avais l'impression en marchant près de tous ces services qu'il y avait des gens qui étaient retenus, bien sûr. Alors comment s'est passée votre mission? Quand vous êtes arrivé, vous aviez l'espoir que les choses pouvaient, le cessez-le-feu pouvait durer, ou vous avez tout de suite dû déchanter en quelque sorte? Alors moi j'avais de l'espoir, mais je n'étais pas en majorité. Notamment les ambassadeurs à New York étaient extrêmement pessimistes. À juste titre en fait. Moi j'avais tellement aimé la Syrie avant la guerre, je refusais absolument l'idée qu'on puisse baisser les bras, qu'on puisse abandonner. Il y avait peut-être quelque chose à faire avec cette mission d'observation, peut-être rassurer les deux belligérants, et puis peut-être installer une mission dans la durée, comme la FINUL, des missions qui durent très longtemps. La FINUL, c'est la force qui est au Liban, qui sert de force de tampon entre Israël et le Liban, c'est ça? Israël et Hezbollah, principalement. Oui. Mais oui, c'est ça. Et donc moi, je n'ai pas voulu du tout reconnaître, admettre, je le dis d'ailleurs dans le livre, moi je continue la mission jusqu'au bout en me disant il ne faut pas lâcher prise, alors que tout me montre que assez rapidement, à partir je pense que le cessez-le-feu, la baisse des tensions a dû durer 1 mois. Et ensuite c'était inexorable en fait compte. Et ça, je n'avais pas envie de renoncer. J'avais envie de continuer la mission et de trouver un espoir. Et vous avez vécu des moments très difficiles à de nombreuses reprises, et en particulier un où vous avez échappé à la mort. Voilà, oui, c'est arrivé à plusieurs reprises. Oui. Oui. Il y en a eu plusieurs reprises. Mais c'était, je ne sais pas à quel moment vous faites particulièrement référence. Pas un spécialement, il y a plusieurs. Ah oui. Oui, il y en a. Enfin, notamment, on est tombé dans une embuscade un jour voilà. de gens qui immédiatement nous ont fait comprendre qu'ils n'étaient pas des Syriens, puisqu'on nous a immédiatement parlé de djihad global, de Ben Laden, d'Irak, chose qu'on n'entendait jamais en Syrie. C'était Al-Qaïda, donc. Et on a très bien compris que c'était Al-Qaïda qui arrivait d'Irak, qui d'ailleurs la frontière n'était pas très loin, et tentait de s'installer. Et la raison pour laquelle on a eu la vie sauve, au bout de je ne sais combien de temps de négociations, c'est parce que s'ils nous avaient tués ce jour-là, ils n'auraient jamais eu la légitimité pour s'installer dans la vallée de l'Euphrate à cette époque-là. Ils étaient rejetés absolument par tous les groupes rebelles qui ne voulaient pas en entendre parler. Et s'ils nous avaient tués, ils étaient sûrs de ne plus pouvoir arriver à leur fin rapidement. C'est-à-dire que c'était des gens qui avaient quand même un niveau de compréhension qui était assez élevé pour leur permettre de voir dans quelle situation ils seraient. Parce que... C'est élevé, c'est dur à dire, hein, parce que toute la négociation, la négociation s'est faite avec des gens qui parlaient en disque rayé. Ah, il n'y avait pas vraiment de... En fait, on se disait qu'il répétait tout le temps la même chose, on va vous égorger, etc. Et on se disait, mais si le type arrête de parler, il n'a tellement rien d'autre à dire qu'il va passer à l'action, il va passer à l'acte. Alors on essayait de le faire parler, enfin surtout deux de mes collègues. Et dans la conversation, quelqu'un a dit, mais vous avez déjà des problèmes pour vous installer ici, personne ne veut de vous, et si vous nous égorgez et que vous faites ce que vous voulez faire, c'est-à-dire nous laisser dans le désert, vous n'arriverez pas à vous faire des amis ici. Et c'est ce qui a fait qu'on nous a relâchés ce jour-là. Et quand vous êtes arrivé là-bas, quelle était votre impression sur la situation de Bachar el-Assad? Est-ce qu'il était très menacé, ou vous aviez déjà une idée de sa capacité de se maintenir au pouvoir? Alors d'abord, Bachar n'est pas seul, il fait partie d'un système. Et ça, je le savais bien avant bien avant cette crise-là. Et je raconte dans le livre que moi, pendant des années, je l'ai vu évoluer, Bachar. C'est un peu comme si je l'avais vu grandir au pouvoir. Et on le voyait sur les affiches qui le représentaient en ville, où il se métamorphosait, il mutait en fait. Mais quand on arrive en Syrie, la question justement c'est ça. Comment Bachar va réagir? Et beaucoup de Syriens se disaient, en fait, il est mal conseillé. Il est éduqué, il est presque occidental, il nous comprend, il est empathique, il n'est pas tortionnaire comme d'autres. En fait, il est simplement mal conseillé. Son oncle, son cousin, etc. sont des gens extrêmement violents, mais la vieille garde sûrement a la main sur lui. Voilà, ils ont voulu vraiment imaginer que Bachar pouvait être aussi l'homme qu'il est
qui stabiliserait les choses. Et beaucoup de rebelles disaient, mais on ne veut pas forcément que Bachar parte, on veut que son système de policiers terrible parte, qu'il n'y ait plus de torture, ce genre de choses. Mais pas forcément Bachar. On ne voudrait pas que le pays bascule dans le chaos comme l'Irak ou le Liban. On voudrait bien garder notre pays viable, on veut juste qu'ils comprennent qu'on ne veut plus de la police. Et en même temps, il y a eu tout de suite une dimension islamiste, puisque l'un des rares espaces de pensée libres, c'était dans les mosquées, etc. Donc il y a une dimension islamiste dès le départ, mais qui n'était pas caïdiste, qui était syrienne. Quel était le délai, enfin, à quand remonte votre première expérience avec la Syrie, avant ces événements? Quelle connaissance aviez-vous du pays? J'y suis arrivée en 2004, également dans des missions de l'ONU. J'ai fait une bonne partie de ma carrière dans des missions de l'ONU. C'était un pays enchanteur. Vous m'avez dit vous-même que vous aviez connu ce pays. On a toujours senti la noirceur du gouvernement. Mais le pays... Vous voulez dire que la torture était déjà dans les mœurs? Je veux surtout dire... Oui, et puis on la sentait. C'est-à-dire qu'on était tout le temps... Les mukhabarat étaient très présents. C'est la police du régime, oui, la ça? police du régime. Puis ils se surveillent entre eux. Il y a différentes catégories de mukhabarat. Je n'ai pas voulu rendre les choses trop compliquées. Mais ils se surveillent même entre eux. Et ce sont des gens qui font peur et qui veulent faire peur, avec lesquels on ne plaisante pas. Et je raconte dans le livre que mal m'en a pris une fois, une seule, de plaisanter un peu avec eux. Bon, je le regrettais toute une journée et ce n'était pas cher payé. Donc ce sont des gens avec lesquels on ne plaisante pas. Donc on a toujours senti cette noirceur, la pesanteur du parti Baas, etc. Mais c'était un pays où si on respectait les règles, on n'était pas libre, mais on était en sécurité. Voilà. La vie humaine n'a, semble-t-il, aucune importance pour cette police, pour ce régime. Comment expliquez-vous cette dureté? Est-ce que c'est inhérent? C'est pas dans l'histoire de la Syrie, si. Est-ce que c'était déjà comme ça à l'époque du père de Bachar? Bon, Bachar est quand même, enfin le frère de Bachar a quand même écrasé la révolte de Hama en 82. Et son père aussi a joué. 70 000 morts. Oui. Et effectivement, ils se sont débarrassés d'un problème pendant très longtemps, les frères musulmans. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai eu l'impression que Bachar commençait à vouloir reprendre en main son pays par l'emploi d'une très grande force, à partir de Baba Amro à Homs, qui est quasiment la date anniversaire de la reprise par son oncle de Hama. C'est au jour près, quasiment. Ah oui. Et sur le moment, je me suis dit, mais alors, ça veut dire il estime que le problème actuel de cette révolution est comparable à celui de Hama, et il pense qu'il va pouvoir régler le problème de la même façon que son père, sachant que lui-même est illégitime, puisque son père ne l'a choisi que par défaut, parce que son frère qui devait régner était mort. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il est en train de vouloir répéter ce que le père a fait, qui a fonctionné? Est-ce qu'il n'aurait vraiment pas compris sa révolution à ce point-là? Je n'ai pas de réponse. J'ai juste constaté que c'était la date anniversaire. Et effectivement, la vie humaine ne compte pas. Est-ce que ce printemps syrien avait des meneurs? Ou est-ce que c'était vraiment entièrement porté comme ça par la foule? D'abord, elle a eu comme caractéristique par rapport à d'autres printemps qui étaient très citadins, au Caire, des étudiants. En Syrie, c'était dans les zones tribales et agricoles, qui sociétalement parlant, étaient déjà en grande difficulté avec les réformes agraires qui n'avaient pas fonctionné, la sécheresse, etc. Et aussi dans les faubourgs, dans les banlieues, très paupérisés, avec à la fois les ruraux qui venaient des campagnes trouvaient une meilleure condition de vie, et les citadins des villes qui ne pouvaient plus se payer la vie à Damas ou dans les villes et qui ont reflué dans ces banlieues. Et donc, le feu a pris à peu près dans ces zones-là. Mais je pense qu'il y a eu, pendant très longtemps, moi j'ai connu les printemps arabes dans les autres pays, et quand vous arriviez en Syrie, les gens disaient « Nous, on ne veut pas de printemps arabe. Hein. » Quand on voit l'Irak et le Liban, non, nous, on ne veut pas de printemps arabe. Et Bachar lui-même a l'air très serein. Ouvrir Internet, etc., il avait l'air très, très serein. Et puis ça s'est refermé, le piège s'est refermé. Il y a eu les enfants de Dera, mais le gouvernement avait arrêté énormément de gens de façon préventive quand il a vu les autres révolutions. Donc c'est un peu difficile de vous dire à quel moment et quel meneur il y avait. Mais ça donnait vraiment la sensation au départ que c'était assez spontané, civique, avec des grandes manifestations les vendredis, sur lesquelles le gouvernement a vite fait tirer, notamment dans le ventre et dans les jambes, parce que ça obligeait les gens d'aller dans les hôpitaux et d'être repérés en tant que manifestants, et ensuite d'être emmenés à la torture, et plus tard à la mort. Il y en a beaucoup qui ne sont pas revenus. C'était une époque où la bourgeoisie s'était développée, où le pays, le niveau de vie d'une certaine classe s'était quand même amélioré.
Est-ce que c'était l'entourage de Bachar seulement qui faisait des affaires ou est-ce que Oui, il y a eu beaucoup de ça. Alors quand Bachar est arrivé au pouvoir, il y a eu une sorte de petite période qu'on a appelée le printemps de Damas, où il y a eu une sorte d'ouverture, des forums qui se sont créés, et ça a peut-être d'ailleurs donné des idées pour plus tard aux rebelles, mais qui s'est vite refermé, et qui s'est refermé quand il y a eu l'affaire Hariri, où Bachar, je pense, je ne m'exprime pas en tant qu'universitaire et chercheuse, et je pense que Bachar s'est dit, bon, ma situation est tellement précaire, il peut m'arriver tellement de choses avec l'affaire Hariri que je rentre un peu dans le rang et puis je cesse ma révolution, mon printemps, mon ouverture, on va dire. Et par la suite, les groupes, ses amis, les groupes d'affaires, les affairistes, comme on les a appelés, ont pris une importance extraordinaire, ont vraiment mis le pays un peu en coupe réglée, y compris la famille de Bachar, la partie Makhlouf. Je pense que ça a sans doute profité, alors il faudrait demander à un universitaire, mais ça a sans doute profité à une classe moyenne, à une certaine classe moyenne, mais dans le même temps, il y a eu la très grande sécheresse, l'échec de la réforme agraire, tout ça est arrivé en même temps. Et donc vous avez une partie de la population syrienne qui s'est trouvée très paupérisée. Et alors, pour en revenir à votre mission, est-ce que vous pouvez nous dire, grosso modo, donc, parce qu'elle était compliquée et quand même relativement longue, d'avril à août, comment ça a évolué comment vous avez mal. pu... Oui, très mal. Mais en quoi consistait votre travail exactement? Initialement, observateur. Oui. Donc, les observateurs observent. Et ils qu'observiez-vous? Alors, on observait, au début, la théorie aurait voulu qu'on observe le cessez-le-feu. Les conditions du cessez-le-feu, la réalité du cessez-le-feu. Donc Bachar avait bien retiré ses armes lourdes des villes. Il y avait tout un tas de points comme ça évoqués par Kofi Annan. Et initialement, on était là pour le vérifier. Les armes lourdes dans les villes, est-ce que les chars avaient tous leurs obus, etc. Voilà. Et assez rapidement, notre présence a fait un peu exploser la violence, puisqu'on est devenu un enjeu. Comment ça? Comme les journalistes un peu en Ukraine aujourd'hui. Ils deviennent un enjeu de guerre, parce que la communauté internationale est là, est présente. Et donc les deux camps veulent vous montrer que l'autre est pire. Et donc ça ouvre la porte à toutes les manipulations, à tous les mensonges, à toutes les mises en scène, à des gens qui tuent des gens de leur propre camp pour faire accuser l'autre, etc. Et on est devenu l'enjeu de ça. Et donc petit à petit, le cessez-le-feu a périclité, généralement d'ailleurs du fait des rebelles, beaucoup plus que de Bachar. Et on est devenus les observateurs du carnage. Donc en fait, on allait sur les massacres, on allait dans les morgues, on allait sur les lieux d'attentats, et on prenait les photos, et on prenait les notes, et on observait les plaies, etc. Et puis finalement, on a fini par faire que ça. Et quand on a fini par se faire nous-mêmes attaquer de façon extrêmement violente, et c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu vraiment de la casse, alors la mission s'est un peu, non pas scindée en deux, mais certains ont dit, bon... ça devient vraiment très très compliqué. La mission a été gelée pour tout ce qui était patrouille. Et certains d'entre nous avons décidé de faire avec le peu qu'ils avaient et d'aller au-delà de notre mandat et d'essayer d'être témoins et d'essayer de trouver des gens, des résistants, des soldats, des militaires, que tout le monde nous parle et de documenter ce qui arrivait. Et donc on est allé très très au-delà de notre mandat pour quelques-uns d'entre nous, mais de façon très ouverte. C'est-à-dire que le régime à tout moment a su où on était, les rebelles à tout moment savaient où on était, on ne se cachait pas. Alors on protégeait les gens, on protégeait nos sources, ce genre de choses. Où là, effectivement, la formation officier de renseignement a un peu pris le pas, mais de façon assez ouverte. On était vraiment très démunis, on avait un drapeau, c'est tout. Et en général, quel était l'accueil de la population? Moi, j'ai jamais eu de problème. D'autres ont été très très vigoureusement brassés, je dirais, dans leur véhicule. Moi, je connaissais la Syrie, j'en avais pas peur des gens. Bien que je trouvais quand même que c'était très très impressionnant. Les foules en colère, parce qu'elles souffraient, c'était vraiment très impressionnant. Mais je me forçais toujours à sortir de la voiture. Je pensais que j'étais moins en danger dehors, au contact physique des gens, en pouvant leur parler, plutôt qu'enfermée dans une voiture blindée. Mais on n'a pas tous été nombreux à faire ce choix-là. Ce sont souvent d'ailleurs mes collègues arabes et arabophones qui osaient sortir. Moi, je le faisais aussi. Et moi, j'ai jamais eu de problème ensuite. Moi, j'étais la seule femme militaire. Alors, il y en avait une ou deux à Damas, mais qui ne sortaient pas sur le terrain. Moi, j'ai jamais eu de problème. Je parlais aux gens, je discutais, je les serrais, je les touchais. Et j'ai jamais eu les soucis que d'autres ont eu. Mais certains ont eu très peur et je les comprends. Et quelle influence avaient vos rapports à New York, à l'ONU? Est-ce que vous étiez écoutés? Est-ce que vous soutenez? Ils étaient très attendus, nos rapports.
Maintenant, par les Nations Unies, par la grande machine secrétariat général. Maintenant, une fois que ça arrive au Conseil de sécurité, aux ambassadeurs, aux différents pays, je pense qu'ils étaient attendus, mais ensuite, vous savez, quand vous faites de l'observation, du renseignement et que vous transmettez vos informations, vous n'en êtes plus maître, c'est plus à vous de décider, vous transmettez à un décideur, votre président, à votre institution, à un décideur. Donc on n'avait pas ni la compréhension, ni la curiosité, en fait, de savoir ce qu'il en était fait. On était bien trop occupés à recueillir. Quel rôle jouait la Russie à ce moment-là? La Russie ne s'était pas encore déployée. C'est venu après ma mission. Donc elle avait le rôle qu'elle avait toujours eu. J'ai toujours vu les Russes à Damas, dans leur grand compound, avec leurs grandes antennes qui écoutaient tout, leurs grandes oreilles. Moi, j'avais un collègue russe, j'avais même plusieurs collègues russes avec lesquels je m'entendais très bien, mais qui faisaient vraiment partie de la mission, et non pas d'une mission russe. Comme moi, j'étais française avec eux, et non pas avec mon ambassade, s'il avait été ouverte. Et moi, j'avais d'excellentes relations avec eux. J'ai souvent vu les Russes avec un regard extrêmement beaucoup de recul et à la fois parvenant très bien à anticiper et comprenant bien. Et je travaillais avec un Vassili, un collègue que j'ai énormément apprécié. Et il avait raison surtout. Enfin, il voyait vraiment très très bien les choses. Et ça, c'est les Russes qui sont souvent très instruits, qui ont souvent une perception dans la durée, etc. Maintenant, ce que son pays, à lui, décidait, ce qui se passait dans son pays, on n'en a jamais parlé. Lui-même, peut-être, ne le savait pas. Mais les Russes n'étaient pas partout à ce moment-là. Mais ils ne pouvaient que soutenir Bachar, puisque c'était des alliés. C'est comme l'Iran. Il n'y avait rien de choquant à ce que les Russes soutiennent Bachar, puisqu'ils avaient des accords de défense, ils étaient alliés. Donc je ne prévoyais pas qu'un jour les Russes se déploieraient de cette façon-là, mais qu'ils soutiennent, oui, bien sûr. Comment les choses ont-elles évolué entre votre départ et aujourd'hui en Syrie? La guerre s'est poursuivie. La guerre s'est poursuivie. Al-Qaïda s'est installé, en fait. Alors au début, quand Al-Qaïda, des gens m'avaient expliqué, quand Al-Qaïda arrive... Beaucoup de rebelles m'ont dit on ne veut pas d'Al-Qaïda, mais nous ne sommes pas armés. Nos villages sont massacrés. On tire sur les enterrements d'enfants, etc. Regarde, on va aller chercher les armes chez le diable. Est-ce que tu sais qui est le diable? Oui, je sais qui est le diable. Le diable, il est arrivé d'Irak. Il nous avait kidnappés pour certains. Et ils sont allés chercher les armes, bien sûr, chez le diable. Et le diable s'est emparé des katibats, s'est emparé. Et puis ça s'est fractionné très vite. Tous les matins, vous aviez une nouvelle katibat, un nouveau petit groupe qui s'était créé. Et puis aussi les différentes villes de Syrie, Idlib, Alep, Damas, ont chacune une dynamique complètement particulière. Presque une histoire de révolution complètement différente. Et aujourd'hui, Bachar el-Assad a regagné pratiquement le contrôle du pays. Depuis, il y a eu l'État islamique, le déploiement des Russes, l'État islamique, des tas de milices qui se sont installées partout. De quoi Bachar aujourd'hui est le président? Quel est son pays? Jusqu'où va son pays? En dehors de Damas, jusqu'où est-ce qu'il a vraiment... avec qui est-ce qu'il va reconstruire? Donc je comprends bien qu'il revient sur la scène internationale, il rencontre beaucoup les pays du Golfe. Voilà, moi, je n'ai pas d'informations particulières là-dessus. Mais je pense que l'enjeu, c'est de reconstruire une partie de la Syrie, mais avec quelle population? C'est difficile de dire exactement ce qui va se passer pour la Syrie maintenant. Vous pensez que cet état de guerre peut encore se poursuivre pendant une éternité? Parce que c'est vrai qu'il n'y a personne pour reconstruire le pays. Ce n'est pas les Russes qui vont lui donner de l'argent. Alors moi, j'ai vraiment mis beaucoup de recul. Je n'ai plus voulu voir la Syrie quand je l'ai quittée. J'ai plus voulu voir la destruction. Et j'ai même, je pense, bloqué beaucoup de choses. Mais je pense que c'est un peuple épuisé, de toute façon. Et parfois, les paix arrivent quand les peuples n'en peuvent plus. Donc, quand vous avez la moitié de votre population dehors, un demi-million de morts, la moitié de déplacés... Et à un moment, les gens s'arrêtent. Ils veulent juste survivre, rééduquer leurs enfants, les renvoyer à l'école, ce qui était une priorité des Syriens, très importante avant le conflit et au début du conflit. Donc ça, les universitaires, les journalistes expliquent très bien l'évolution par la suite de la Syrie. Et puis vous savez bien qu'elle est coupée et qu'il y a toute une partie au nord de l'Euphrate qui appartient quasiment à d'autres. Et puis les Turcs sont là. Et puis tout un tas de pays s'en sont mêlés. C'est rarement une clé de réussite de la paix, ça. Il y a d'autres pays pour le montrer. Donc, la Syrie que moi j'ai connue n'existe plus. Et peut-on faire une comparaison d'un point de vue intellectuel avec ce qui se passe en Ukraine? Est-ce qu'il y a des points communs? Je vois des choses miroirs. Alors d'abord, la Syrie, c'était bien pire.
parce que les Syriens étaient traqués par leur propre gouvernement et leur propre police. Le président Zelensky, moi je ne peux pas débattre des aspects géopolitiques, etc. Ça appartient à d'autres. Mais le président Zelensky n'attaque pas sa population, ne la détruit pas. Et puis par ailleurs, le deuxième point très important, c'est que l'Ukraine n'est pas une guerre civile. Il n'y a rien de plus destructeur qu'une guerre civile. Donc ça, c'est vraiment les grandes différences, si on écarte complètement la géopolitique. Mais je retrouve des choses en miroir. Bon, la souffrance de la population. J'ai vraiment un pincement au cœur pour les soldats russes, les jeunes conscrits, les appelés russes qui sont dans les chars. C'est abominable ce qu'ils doivent vivre. Ils ne sont pas commandés, enfin, si je crois ce qu'on entend. Ils ne sont pas commandés, ils sont complètement perdus, ils ne savent pas ce qu'ils font là. Ils ne sont pas soutenus, ils n'ont pas de logistique, si je comprends bien ce qui se passe. Donc je pense que ça doit être abominable pour eux. Donc ça, j'ai vraiment ça à l'esprit. Et puis les sanctions, on parle beaucoup de sanctions. Ça me rappelle, moi, ce que je voyais de la population syrienne qui souffrait des sanctions, justement, plus de médicaments, etc. Alors, bien sûr, les Russes n'en sont pas là dans leur pays. Et puis ça, c'est vraiment très politique et diplomatique, ça ne me regarde pas. Mais il y a des choses en miroir, comme cela. Et comme je disais tout à l'heure, l'aspect journaliste alors, mensonge, propagande et mensonge. Tout est mensonge. Et quand vous avez une vérité, vous êtes obligé de prendre du recul par rapport à cela. Les massacres, les mises en scène, toutes les guerres, de toute manière, toutes les guerres sont comme ça. Mais surtout lorsque vous avez la communauté internationale présente, son regard, parce que beaucoup de choses sont faites pour l'impressionner, pour jouer sur ses émotions. Donc voilà, je vois des choses qui me rappellent en fait toutes les guerres, pour être... Votre livre donne matière à réflexion, ça c'est vrai, en particulier sur la violence des hommes, inexplicable dans certains cas, comme celui-là. Donc je recommande la lecture de votre livre, Quand s'avance l'ombre, mission à haut risque en Syrie. Merci beaucoup d'avoir accepté merci beaucoup de m'avoir reçu. Mon invitation, et peut-être à une autre fois pour un autre événement de votre carrière. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission et à bientôt.